Parfait. OK, on va commencer comme ça, puis on va changer un petit peu tantôt lorsque je vais être à la deuxième partie. Ça fait que bienvenue au tour du de ce frigide mardi matin du 21 janvier. Le sujet de ma présentation, ça va être sur l'intelligence artificielle là, en médecine d'urgence. On en est où? La raison de cette présentation-là vient de quelques points. Là. Fait que moi, dans le département, j'ai fait des essais à quelques reprises de l'intelligence artificielle en documentation. Puis, après ça, avec certains membres, on a parlé un peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle ou qu'est-ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle. Puis, ça m'a ouvert un peu la lecture sur ça et j'ai vu qu'on en a beaucoup à apprendre et comment on va l'appliquer. Ça fait que j'ai décidé de présenter là-dessus ce matin. Déclaration, je n'ai pas de conflit d'intérêt, alors je ne suis pas payé par ChatGPT ou euh, les différents choses de documentation par intelligence artificielle. Je ne suis pas un expert de contenu, alors moi, je ne gère pas d'intelligence artificielle. J'ai lu beaucoup sur le sujet dans les dernières semaines pour me préparer pour la présentation. Mais c'est pas moi qui est l'expert. Je pense que je suis au niveau un peu de early adopter au niveau de département d'urgence de comment l'utiliser. Puis, juste un peu comme ça, toutes les images de la présentation sont générées par intelligence artificielle. Alors, vous allez voir, j'en ai parsemé ici et là dans la présentation des images là, qui ont été générées par intelligence artificielle. N'hésitez pas m'interrompre pendant la présentation. Là, je ne vous vois pas parce que je suis en mode présentateur. Alors, quelqu'un peut gérer les questions, me dire, puis je vais essayer de répondre à mesure ou ouvrir la discussion. Comme que j'ai dit, j'aimerais ça que ce soit relativement interactif pour tenter d'inclure tout le monde pour avoir une bonne appréciation de ce que les gens font en pratique. Euh, je pense que je trouve une citation de mettre ça. Excellent, parfait. Alors, les objectifs, c'est de réviser l'application possible de l'intelligence artificielle en médecine d'urgence, plus spécifiquement que la médecine at large, là, et réviser les façons d'utiliser l'intelligence artificielle dès demain. Alors, vous permettre de commencer à utiliser l'intelligence artificielle si vous ne le faites pas déjà. Euh, la réalité, c'est que ça, c'est pas mal notre réalité au quotidien. Ce qu'on ressent, c'est qu'on travaille dans un système qui est en catastrophe, qui est en feu. Et est-ce que l'intelligence artificielle, c'est notre sauveur, c'est lui qui va nous sauver de ça? Fait qu'on va commencer par clarifier, c'est quoi exactement l'intelligence artificielle? Je vais vous présenter différentes définitions puis de différentes sources pour donner un peu une saveur, mais vous allez voir, ça tourne pas mal à un ensemble de théories techniques pour développer des programmes informatiques complexes capables de stimuler certains traits de l'intelligence humaine. Puis c'est vraiment ça, le raisonnement, l'apprentissage. Cette composante-là de simuler ou d'approcher l'intelligence humaine revient dans les différentes définitions. Fait que ça, c'est la définition du dictionnaire Le Robert. Si on demande à IBM, c'est ordinateur-machine de simuler l'apprentissage, compréhension et la résolution de problèmes, la prise de décision. Puis là, on voit qu'on prend un prochain step, là, la prise de décision au niveau de l'intelligence artificielle, incluant la créativité et l'autonomie de l'être humain. Puis finalement, si on demande à l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ben, vous voyez, là, c'est pas mal la même chose. Hein. Le domaine d'informatique qui est capable de créer des systèmes capables d'accomplir des tâches nécessitant l'intelligence humaine. Alors, vraiment, c'est une façon de simuler l'intelligence humaine, mais extérieure à nous. C'est quoi? Je sais qu'il y a trois niveaux, ce qui est décrit un peu, c'est trois niveaux d'intelligence artificielle, soit l'intelligence artificielle faible ou étroite, générale, puis finalement la superintelligence. Nous, comme c'est là, on vit pas mal dans l'intelligence artificielle faible ou étroite. Ça veut dire que ça a été programmé, généré et le but de cette intelligence-là est de répondre à une question spécifique, un problème spécifique qui est posé et demeure dans cette,
cette boîte-là, vraiment de répondre à ce que lui a demandé. Nous, comme c'est là, comme on a, là, c'est la reconnaissance de voix, reconnaissance d'image, comment générer des notes médicales. Ça, c'est tout en réponse à une question qui est posée à l'intelligence artificielle pour générer un produit. L'intelligence artificielle générale, là, c'est le prochain step. À ce point-ci, c'est quelque chose qui demeure théorique, mais que lorsqu'on parle aux bons là, de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on pense qu'on pourrait atteindre. À ce point-ci, c'est que l'intelligence artificielle pourrait sortir un peu de la question initiale qui lui est posée et prendre l'initiative pour répondre à des problèmes, résoudre des problèmes. Encore, c'est théorique à l'instant. Puis, finalement, ce qui est cru comme être le summum, là, ça va être la super-intelligence. La super-intelligence, c'est le niveau qui est atteint lorsque le programme, l'intelligence dépasse ce qui est possible au niveau des humains. Fait que c'est certain qu'au niveau de calcul, on sait que la capacité des ordinateurs et des programmes dépasse de beaucoup ce que nous, on est capable de faire au niveau humain. Mais à ce point-ci, lorsque l'intelligence artificielle pourra prendre des décisions et se- s'auto-motiver, mais là, c'est qu'on tombe dans la super-intelligence et ce qui fait peur à ceux-là qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Beaucoup de ce qu'on va discuter aujourd'hui, de ce que je vais présenter, est tiré de cet article-là là, qui est relativement récent dans la dernière année, qui est des AI Future of Emergency Medicine de Petrella. Alors, j'ai utilisé un peu d'informations là-dedans, puis j'ai supplémenté avec les articles qui sont disponibles en ligne. Voici un peu un schéma de l'intelligence artificielle ou de ce que l'intelligence artificielle est, la façon que c'est organisé. Ici, nous, puis la majorité des gens qui utilisent l'intelligence artificielle comme c'est là, on est vraiment dans les Deep Neural Networks puis le feed-forward, là, dans le type GPT. Mais il y a déjà des algorithmes basés sur les règles, surtout en physique, en robotique, qui permettent de accélérer la prise en charge des calculs. Pour nous, vraiment, on est dans les Deep Neural Networks. Un Deep Neural Network, c'est un programme d'ordinateur qui permet d'évaluer les données sur multiples niveaux, multiples étagés, quelque chose que nous, on n'est pas capable de reproduire au niveau de la pensée humaine. Ça demande beaucoup de technologie et de temps pour organiser ça au niveau de l'ordinateur, mais c'est comme ça que ça permet de générer des nouvelles choses et de tirer des algorithmes qui sont plus complexes que ce que nous, on est capable de générer au niveau humain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Euh, alors, est-ce que l'intelligence artificielle doit devenir le médecin au chevet? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va procéder à l'intubation intra-trachéale? Puis encore là, comme que les images que vous voyez, c'est des images complètement générées par l'intelligence artificielle. Alors, on rentre un prompt. Alors, j'ai dit un robot qui fait une intubation endotrachéale et c'est ce qui est sorti comme image. Ou est-ce que même comme on a démontré avec les algorithmes ou les ordinateurs juste pour lire un ECG, est-ce que ça va être des conclusions erronées et ça ne nous aidera pas vraiment? Euh, alors, à ce point-ci, l'intelligence artificielle, elle existe, elle est là. On est au point comme c'est là de comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle en médecine. Je vais demander une question au groupe. À ce point-ci, qui est-ce qui a utilisé toute forme d'intelligence artificielle pour soit donner des soins, pour la recherche, pour générer ça dans votre vie, soit personnelle ou professionnelle?
qui du groupe a utilisé une forme d'intelligence artificielle de façon volontaire? Là, pas je veux dire de façon involontaire, mais de façon volontaire. C'est là, j'ai une main, deux mains, voire quatre, un thumbs up. Alors, fait que quelques-uns identifient qui ont utilisé l'intelligence artificielle. Si vous utilisez Alexa ou Siri, c'est toutes des formes d'intelligence artificielle, hein. Alors, juste ça, c'est une forme simple, mais une forme quand même d'intelligence artificielle. Alors, même si on ne s'en rend pas compte, on l'utilise déjà de façon quotidienne, beaucoup de nous. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise ça pour avoir une valeur ajoutée pour donner des meilleurs soins pour comment l'utiliser à l'urgence. Ça fait qu'encore, selon l'article que j'ai présenté plus tôt, là, il y a trois vraiment stages de l'intelligence artificielle ou de comment on devrait la développer. Puis, fait que la cartographie, la mesure puis la gestion. Fait que, en anglais, c'était map, measure et manage. Euh, Fait que présentement, on est vraiment au mode cartographie. Cartographie, ça veut dire on est en train d'identifier et de voir où est-ce qu'on peut appliquer l'intelligence artificielle pour résoudre une question clinique, un problème administratif. Fait que réponse à une question, à un processus qu'on veut qu'il soit amélioré. Comme c'est là, les études ou la chose, c'est surtout on explore la faisabilité, les preuves de concept qu'on peut utiliser cette technologie-là pour améliorer. C'est vraiment dans un contexte d'amélioration, de développer des nouvelles façons d'évaluer. Euh, Si vous regardez la publication, fait que si on regarde sur PubMed, on fait une recherche là, de Artificial Intelligence puis Emergency Medicine, on voit qu'il y a une progression rapide, surtout en 2024, là, des publications. Si on regarde en 2024, il y a eu 400, à peu près 368 publications sur l'intelligence artificielle à la médecine d'urgence. Puis si on voit ici en 2025, on ne voit pas encore le pic, mais dans les premiers 20 jours de 2025, on a déjà 40 publications. Alors, on est déjà sur un pace pour au moins doubler ce qui était publié en 2024. Alors, il y a beaucoup d'études qui se font comme c'est là. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de l'intelligence artificielle, comment c'est utilisé pour, euh, pour résoudre un problème clinique. Juste 2 secondes, je vais juste sortir de... Fait que, comment est-ce qu'on peut détecter embolie pulmonaire par ECG? Alors, tous les systèmes GPT, Generative Pre-Training Transformer, fait que tout ce qui est GPT, ce qu'on fait, c'est on feed une banque de données à notre système d'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle évalue ces données-là pour en tirer une façon d'interpréter. Ce que je veux dire pour ça, c'est que pour cette étude-là, ils ont pris à peu près 10 000 ECG qui ont été faits sur des patients avec possible embolie pulmonaire. Ceux-là, ils ont pris 900 ECG pour possible embolie pulmonaire. Ils ont rentré dans le système l'ECG, puis après ça, les résultats de CT scan pour permettre à l'intelligence artificielle d'interpréter l'ECG, puis essayer d'identifier s'il y a des subtilités que nous, on ne connaît pas, ou ça, pour identifier qui avait une embolie pulmonaire. Après ça, ce qu'ils ont fait, ils ont entraîné la machine sur 900 ECG. Puis après ça, ils ont pris les derniers 100 ECG de ces 1000 patients-là pour passer l'algorithme puis demander à l'intelligence artificielle, on dit, est-ce que ce patient-là, il y a une embolie pulmonaire? Avec ça, l'intelligence artificielle a identifié
la spécificité était de 100%. Alors, quand l'intelligence artificielle disait il y a une embolie pulmonaire, c'était certain qu'il y avait une embolie pulmonaire. La sensibilité était plus basse, on dit à 50, mais quand même une spécificité. Ça veut dire que si on utilisait ça demain et que tu appliquais l'intelligence artificielle aux ECG qui sortaient à l'urgence dans le contexte de possible embolie pulmonaire et que le ECG te dit embolie pulmonaire, c'est aussi certain que la lecture de ton CT scan selon cette étude-là. Est-ce qu'on peut diagnostiquer la dépression par la voix? Alors, dans cette étude-là, ils ont enregistré 15 000 personnes parler de façon, pas de texte, voyons, pas un texte rehearsed, fait qu'un texte spontané. Puis après ça, ils ont rentré cette information-là dans un logiciel d'intelligence artificielle avec une corrélation avec des scores de dépression. Alors, les personnes en ligne, se sont enregistrées pour parler de façon spontanée pour au moins 30 secondes. 25 secondes, pardon. 25 secondes. Puis après ça, ils ont aussi rempli et soumis un critère de dépression modérée à sévère. Puis après ça, ils ont rentré ça dans la machine. Alors, 10 000 clips sonores ont été feedés à la machine. Puis après ça, ils ont pris les derniers 5 000 qui n'avaient pas été traités pour tenter d'identifier ceux qui avaient de la dépression. Alors, la corrélation fait que l'intelligence artificielle, une fois qu'elle écoutait un 25 secondes de sonde sonore de discours, avait une sensibilité de 71%, une spécificité de 73% pour détecter dépression modérée ou sévère. C'est quand même impressionnant en frais de. Mais je pense pas que nous, en tant que cliniciens, notre sensibilité ou spécificité pour la dépression est à ce niveau-là. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'identifier l'appendicite aiguë? Puis là, on parle d'une revue systématique. La revue systématique, là, je pense qu'il y avait au moins 25 articles sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier l'appendicite aiguë. Alors, l'appendicite aiguë, puis là, on parle seulement avec de l'information démographique, l'histoire de présentation, les trouvailles à l'examen physique et laboratoire. Alors, pas d'imagerie. Selon les différents, puis là, c'est toutes différentes études, selon les différentes études, démontraient différentes sensibilités, spécificités, variant de 80 à 93 allant jusqu'à une sensibilité de 100 une spécificité de 99,7 selon les études de Park et al. Alors, ça, c'est encore avant même imagerie, d'être capable d'identifier des appendicites aigus. Alors, encore du papier que je vous ai parlé de Petrella. Si on regarde ici, on a un peu les études que je vous ai montrées, là, mais le diagnostic d'embolie pulmonaire par ECG, l'appendicite dans le douleur abdominale, la stratification de risque selon les Traumatic Brain Injury, alors dépasse les critères, la sensibilité et spécificité du Ottawa CT Head Rule. L'appendicite pédiatrique dépasse les critères Alva, qui peut m'aider là, Alvago, Alvaro, hein? Alva, Alvaro, Rohit, j'ai vu que t'as parlé. Alvarado. Tu sais, il me semblait qu'il me manquait une syllabe. Les risques de détérioration de CHF et de mortalité en dedans de 30 jours, le risque d'embolie pulmonaire, le risque de la douleur thoracique. Tout ça, c'est des études qui démontrent que les algorithmes, une fois qu'on fait les utilisations, on feed cette information-là. L'intelligence artificielle est capable d'identifier des critères ou une association des critères qui permet de prédire les outcomes.
Encore, puis là, c'est encore, là, ici, c'est dans le prédiction de outcome en sepsis, de détérioration clinique, hyperglycémie, le risque de retourner à l'urgence pour les adultes plus vieux, le risque de traitement en externe, les coagulopathies secondaires au trauma, besoin de transfusion massive, ED patient volume, ED patient flow, encore pour la gestion de système. Puis l'utilisation de l'intelligence artificielle au triage permettrait aussi de prédire comment malades les gens sont. Fait que ESI score, c'est similaire à notre ECTAS, là. C'est une valeur de 1 à 5 euh, permettant. Fait que 1, c'est le life-threatening, immédiat, besoin d'intervention. Puis 5, c'est ben, pourrait attendre quelques semaines, quelques mois sans problème. Mais même au triage avec l'application de l'intelligence artificielle permet de prédire l'admission à l'hôpital, la disposition. Ça fait que le- le- puis finalement, il y a l'utilisation en imagerie diagnostique. Puis n'importe qui a été dans des conférences récemment ou en médecine d'urgence savent qu'il y a multiples compagnies qui existent présentement en ce qui a à l'évaluation, la préévaluation, l'évaluation initiale d'imagerie par intelligence artificielle. Moi et Dr. Simard là, sont à Montréal, à la MUC. On a fait un peu un essai d'un des systèmes là-bas. Alors, qui démontrait encore une sensibilité qui était équivalente au moins aux radiologistes pour fracture, identification d'édème pulmonaire et identification de pneumonie. Il y a d'autres études qui démontrent l'utilisation dans l'AVC, la prédiction pour les large vessel occlusion et même lecture de appendicite de CT scan. Um, Dans ce contexte-là, il y a encore là, c'est au mode étude pour ce qui est publié et c'est au niveau privé. Alors, les organisations des compagnies privées qui offrent ce service-là, toujours en disant, mais il faut que ton image soit élue par un radiologiste après, mais permet de prioriser les examens positifs avec des trouvailles qui ont été screenés par intelligence artificielle. Le point vendeur aussi pour les compagnies là, qui vendent ça, c'est aussi que ben, en l'absence d'un radiologiste de nuit, quelque chose comme ça, tu peux avoir des idées, des lectures préliminaires qui sont sensibles pour toutes ces pathologies-là en attendant la lecture formelle du radiologiste pour essayer de minimiser callback, minimiser les discrepancies. Un des problèmes, puis un des gros drawbacks ou de problèmes de l'intelligence artificielle, c'est que c'est des systèmes black box. Fait que le problème ou l'interprétation. Alors, si tu demandes à l'intelligence artificielle, après qu'elle a fait sa conclusion, là, qu'avec une sensibilité à 100% puis spécificité à 99%, et tu demandes ou tu essaies de voir, ben, quels critères est-ce que tu as pris pour atteindre cette sensibilité, spécificité-là et pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Parce que c'est trop complexe à expliquer, parce que de ce qu'on parle d'un Deep Neural Network, nous, toutes nos règles décisionnelles sont utilisées pour être faciles d'utilisation. Alors, c'est des critères, comme on parle de Wells. Alors, tu as des critères, c'est oui ou non, puis après ça, tu fais un score, puis tu l'établis. Puis après ça, tu dis, OK, ben ça stratifie mon risque. Lorsque tu utilises l'intelligence artificielle puis un Deep Neural Network, c'est qu'il va refaire 1000 fois l'évaluation, 10 000 fois l'évaluation de que ben, si un est positif, le deuxième est négatif, puis le troisième est positif, est-ce que ça me donne une sensibilité, sachant lorsque tu as fidé l'information? Fait que ça permet ben je me fais un pointage d'importance sur la possibilité d'une embolie pulmonaire. Sur un symptôme de DVT, je donne une valeur de 0,9634. Fait que c'est tellement complexe que pour nous,
C'est pas comme si on peut l'appliquer par après. C'est pas comme ça, OK, donne-moi la règle décisionnelle à appliquer, comme ça, j'ai pas besoin de l'ordinateur. Puis je peux juste utiliser sur papier ce que tu as décrit. Mais c'est tellement complexe que pour nous, on n'a pas de façon de reproduire le raisonnement de l'intelligence artificielle, de comment ils sont venus à leur conclusion. Puis ça, c'est un point qui est très de réticence à l'adoption, c'est parce qu'on ne comprend pas ou c'est tellement complexe qu'on ne peut pas dire. Pour moi, une spécificité de 100% de diagnostic d'embolie pulmonaire à l'ECG, pour dire une élévation de 0,3 mm à ce point-là du segment, je ne serai pas capable de reproduire ça. C'est là qu'on dépasse un peu nos capacités en tant que médecin puis humain. Mais on tombe dans un gouffre de ben, comment est-ce que cette décision-là a été prise? On n'a pas la capacité, on n'aura pas l'explication de ça. Ça nous amène un peu aux différentes composants d'intelligence artificielle, les Large Language Models. Puis là, c'est là que beaucoup de nous interagissent ou ont une application ou une expérience. C'est au niveau des ChatGPT, puis Google Bard, puis BERT, qui sont tous des façons. Puis encore, comme j'ai dit, GPT, c'est pour Generative Pre-Training Transformer. Dans le contexte de ChatGPT, il est à jour. Alors, si on regarde, ça inclut l'information librement disponible en ligne jusqu'à octobre 2023. Fait que là, ça dit ça, ça parle de l'étendue de l'information qui est disponible ou sur lequel ChatGPT a été entraîné pour répondre. ChatGPT est spécifiquement pour la communication. Alors, c'est dans l'expertise de reproduire la communication humaine ou de comprendre la communication humaine. Puis après ça, il va chercher l'information dans la vaste donnée qui est disponible ou sur laquelle il a été entraîné pour donner une réponse qui reproduit la communication humaine. Et pour moi, puis qui ici a utilisé ChatGPT au moins une fois dans le groupe? Un, deux, trois, quatre. Je suis certain qu'il y en a plus que quatre. C'était quoi ta question? Qui a utilisé ChatGPT au Quand moins une c'est fois? à matin ou hier? Depuis le début de la présentation. Fait qu'on en a plusieurs. Là. Je vois les mains qui lèvent et qui descendent, mais on en a plusieurs. Peut-être pas tous, ce que je suis un peu surpris, mais on en a définitivement plusieurs qui ont utilisé au moins une fois ChatGPT. Les large language models sont utilisés, puis c'est la base de tout ce qui est transcription médicale, les scribes médicales. Alors, ils sont différentes, puis ont différentes applications d'algorithmes. Pour le contexte, c'est pour la transcription médicale, c'est que ça écoute, fait qu'il y a écoute ambiante de la discussion entre le médecin et le patient. Des fois, ça se base aussi sur les données disponibles au dossier. Puis après ça, ce que ça fait, c'est que ça transcrit et transfère l'information qui a été partagée entre le médecin et le patient en note médicale. Euh, alors, moi, plusieurs de vous le savez, là, j'ai fait essai d'au moins trois différents de ces programmes-là. Là. J'ai pas assez Heidi, mais j'ai NoteDX. J'ai essayé, puis je ne l'ai même pas ici, là, le Autoscribe, excuse, Autoscribe, puis très brièvement Patient Notes, je crois, pour voir comment est-ce que transcription. Puis, ben, comme vous voyez ici, mon expérience personnelle, c'est qu'à l'urgence, ok, spécifiquement à l'urgence, ça génère quand même beaucoup d'erreurs. Puis les erreurs, c'est des erreurs d'omission, des erreurs d'addition,
puis ça fait qu'erreur d'omission, c'est de l'information importante qui était partagée entre moi et le patient. Il m'a dit que oui, j'ai eu de la douleur thoracique, puis ça ne se présente pas à la note transcrite. Ou il ne m'a pas dit qu'il y a de la douleur, ou la douleur était. Il n'y avait pas de douleur, puis la note finit par dire que oui, il y a de la douleur thoracique. Euh, il y a aussi que certains différents de ces programmes, de ces scribes-là, génèrent des diagnostics différentiels. Puis, encore là, je te dirais, c'est très, très rudimentaire, voulant dire que les diagnostics différentiels, c'est même pas au niveau des étudiants en médecine. C'est même moins que ça. Euh, alors, pour moi, c'était pas très utile. Un des problèmes, c'est notre environnement. Notre environnement est très bruyant. Notre clientèle, on parle en français, on parle en anglais, on parle des fois les deux. L'information est à travers les aidants naturels, c'est à travers l'infirmière. Et alors, il y a beaucoup d'informations qui se perdent dans le contexte de l'urgence. Je le sais par discussion avec autres médecins qui l'ont en cabinet personnel, cabinet de médecins privés, que eux disent que c'est révolutionnaire pour eux, mais je pense que leur contexte et leur environnement est beaucoup plus propice à ces discussions-là. Puis personnellement aussi, j'ai eu plusieurs fois des erreurs de captation où est-ce que je faisais mon questionnaire au complet, mon examen au complet, puis après ça, j'arrivais, puis il n'y avait rien qui avait été enregistré. Peut-être que c'était user error, mais à la fin, ça faisait que ben, fallait que je recommence à zéro pensant que ma note a été complétée. Alors pour moi, ça n'était pas présentement euh, pas prêt pour être déroulé live et utilisé live. Mais quelque chose qui est déjà utilisé grandement en cabinet privé. Fait que là, on parle du niveau map, hein. Map, oui, Marc-Pierre, tu veux-tu ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que j'ai essayé récemment, puis je continue de l'essayer. Là, je viens juste de commencer Heidi. Je sais que tu disais que tu ne l'avais pas essayé. Ça fonctionne en fait assez bien. Je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines émissions. Je n'ai pas vu nécessairement d'ajout. Par contre, tu peux te faire un template où est-ce que vraiment tu demandes, par exemple, que ta note soit très, très détaillée. Puis tu peux demander exactement, au fur et à mesure, ajouter les informations que tu veux qu'ils soient ajoutées, par exemple, dans ton HPI. En tout cas, je pourrais peut-être vous en donner des nouvelles d'ici la fin du mois, là, mais je trouve en fait que ça fonctionne assez bien. Puis l'avantage, c'est que ça détecte pas mal toutes les langues. Fait que même si je mets, mettons, en français au début du encounter, là, quand je vois le patient, même s'il y a des mots en anglais, ça semble les capter aussi. Puis la note est écrite en anglais. Fait que, en tout cas, je sais pas, là, je sais ça pour voir si ça va me rendre un petit peu plus efficace. Mais à date, j'ai été agréablement surprise. Donc, à voir. Puis, je vais juste commenter ça, après ça, je vais passer à Yannick. Là. Puis, et pour moi, j'ai eu comme des instants où est-ce que tu dis, ah, mais c'est spectaculaire, là. Je rentre, puis ma note de douleur thoracique est complètement générée, j'ai besoin de rien faire, j'ai juste besoin de la mettre au dossier, puis tout est parfait. Puis pour ça, je trouvais ça très, très aidant. Puis après ça, les quelques-unes avec erreur m'ont rapidement. Après ça, tu dis, OK, mais si j'ai un error rate de 1/5 ou 1/10, je trouvais ça des fois problématique. Il faut toujours relire nos notes et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tout plein d'erreurs comme c'est juste dans la reconnaissance de la voix qu'on a comme c'est là. Mais définitivement que c'est quelque chose que je pense qu'à un moment donné, on va se rendre là. Tu n'es pas la première qui me dit que justement Heidi est pas mal performant. Juste un commentaire sur Curway, qui est une entreprise québécoise montréalaise que, comme c'est là, regarde à être intégré complètement dans Epic, la version québécoise, mais qu'on pourrait envisager qui pourra être exporté à notre Epic à nous. Fait que c'est quelque chose que, avec Marie-André Rimbaud à l'ISM, là, on considère voir si on peut faire des parallèles, puis voir est-ce qu'on peut aussi faire des essais dans notre département en attendant la transition à Epic. Yannick, Dr. Massé? Pour ceux qui l'utilisent, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat ou nous dire quel hardware vous utilisez? Comme Frank, je t'ai vu te promener avec des micros, là, vous de l'expérience là-dessus, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui capte pas trop bien, etc. Parfait. Fait que je te mets dans le chat, ajouter au chat. Puis Patrice?
Ouais, ma question va paraître niaiseuse, là, mais est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui évalue les intelligences artificielles? Fait que non, puis pas que je sache, je veux dire non, mais je veux dire pas que je sache. L'intelligence artificielle est basée sur des données, right? Faut que tu l'entraînes avec des données déjà établies, de l'information est déjà établie. Après ça, tu lui poses une question, puis là, il va générer ta réponse basée sur ce qui a été entraîné ou l'information disponible. C'est pour ça que l'évaluation de l'intelligence artificielle, comme elle est comme c'est là, ben, il va falloir que tu fies l'information de l'intelligence artificielle dans le nouveau programme d'intelligence. Fait que comme c'est là, de ce que je sache, le audit de l'intelligence artificielle par intelligence artificielle ne se fait pas. Mais ça, à un certain point, j'imagine que ça va être utilisé, là. Si on revient rapidement à la présentation, fait que de ce que j'ai dit, un petit peu les projets en cours, les études, c'est tout dans le MAP, où est-ce que, comme c'est là, on est en train d'évaluer où est-ce qu'on pense être capable d'appliquer l'intelligence artificielle. Alors, si on regarde sur PubMed, il y a 19 000 études qui ont été publiées justement sur la dérivation, sur la validation interne, sur l'élaboration de règles de décision ou des décisions par intelligence artificielle, mais seulement 19 000 études, mais seulement 40 sont des études randomisées contrôlées, puis ultimement 50 où est-ce qu'il y a un impact direct, fait utilisé spécifiquement pour les soins en réel. Alors, on voit qu'on appelle ça le gouffre de l'application, où est-ce que toute cette information comme c'est là, elle est générée, mais la prochaine étape qui va être de mesurer comment est-ce que ça a un impact clinique réel, c'est la prochaine étape. Un peu du problème de cette approche de manage-là, de mesurer l'impact et de la gestion de ça qui va être la dernière étape, c'est la responsabilité médico-légale. Fait qu'il y a beaucoup de questions. Alors, si la machine a dit que tu avais une embolie pulmonaire, tu l'as anticoagulé, puis finalement, c'était pas ça, puis il y a un saignement, puis après ça, on demande de justifier, ben, de dire, OK, ben, c'est ça que, pas Heidi, mais Pulmonary Embolism AI m'a dit que c'était ça par le CG. Alors qu'on tombe dans un gouffre que, ouais, mais ça n'a pas été pris, c'est toi qui as pris la décision basée sur de l'information qu'on ne sait pas comment c'est expliqué parce que c'est black box. Fait que toute cette composante-là de responsabilité médico-légale, de fracture identifiée, mais c'était pas ça, ou de fracture manquée, malgré que les systèmes comme c'est là en études sont souvent plus performants que nos autres systèmes en place, demeure que cette question médico-légale-là, elle est présente. Un des autres impacts ou questions et problèmes, c'est que toute cette dérivation de ces décisions-là, de ces systèmes-là, une fois que c'est généré, tu dis, OK, parfait, mon système est capable d'identifier l'embolie pulmonaire par ECG. C'est qui est propriétaire de ça? C'est toutes des entités privées comme c'est là. Fait des entités privées, après ça, ils vont de vendre. Fait que tous ces règles de décision-là, ces façons d'utiliser ce système-là, ne sont pas présentement de domaine public. C'est pas comme l'Ottawa City Head Rule, où est-ce que là, on diffuse, puis tout le monde utilise, puis tu n'as pas besoin de payer 25 cents à Ian Steele à toutes les fois que tu utilises la règle de décision. Mais il y a la notion que cette possibilité d'utilisation d'intelligence artificielle va mener à ça. Ou est-ce que ben, si tu veux utiliser ça pour stratifier tes patients, c'est comme ça que c'est fait comme c'est là en imagerie diagnostique. Si tu utilisais ça pour screener tes imageries, ben ça coûte X, Y, Z. Comme j'ai dit, la diffusion d'algorithmes de règles de décision n'est pas possible parce que c'est black box. Il y a aussi le vieillissement de l'intelligence artificielle. Le vieillissement de l'intelligence artificielle, comme j'ai dit, tout ce qui est GPT, c'est entraîné par un set de données. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand ton set de données change. Ça fait qu'avec le temps ou qu'il y a une nouvelle éclosion comme le COVID-19, où est-ce que cette information-là n'est pas connue de ton système, et n'est pas appréciée de ton système, ben tu vas avoir un blanc. Fait que ce vieillissement de la connaissance de l'intelligence artificielle, étant donné qu'elle est entraînée sur de l'information spécifique à un moment dans le temps, est problématique et va avoir besoin de toujours avoir été updaté et optimisé.
Les études démontrent aussi qu'il y a un franc manque de raisonnement, de common sense. Alors, puis l'exemple qui est donné, c'est ben, la gestion. OK, j'ai une personne polytraumatisée avec une fracture de la cheville et une fracture du poignet. Ben, les choses d'intelligence artificielle vont toujours dire que les béquilles, c'est le traitement, mais la réalité, c'est qu'une personne ne pourra pas utiliser des béquilles avec un poignet cassé. Mais ça devient dans le common sense, le raisonnement qui est très humain et que l'intelligence artificielle comme c'est là n'a pas rattrapé. Puis finalement, l'impact sur la pratique clinique, c'est si tout est décidé ou stratifié ou clarifié par l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle est? Comme c'est là, on parle de gestalt, le sentiment, le médecin qui arrive au chevet et dit, ouh, cette personne-là est malade. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle est malade. Ça, c'est surtout par exposition, mais si on enlève ça aux cliniciens, c'est où qu'on va aller en phase de pratique clinique. Alors là, ça, c'est dans la gestion de l'intelligence artificielle lorsqu'on va vouloir voyons, publier à grande ou utiliser à grande échelle, mais des choses qu'il faut envisager pour la transition. Alors, ça, c'était la première partie de ma présentation, vraiment sur un bref survol de l'intelligence artificielle et un peu de l'état comme c'est là, où est-ce qu'on s'en va. La prochaine étape, ce que je voulais faire avec vous, c'est faire des exemples de comment que j'utilise de façon relativement fréquente l'intelligence artificielle pour tiens, ChatGPT. Ça. OK. Curtis. Ouais, salut. J'avais juste parlé d'un autre programme là, qui s'appelle Open Evidence. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent, mais moi j'utilise beaucoup. C'est un programme AI qui donne un review de toute l'évidence sur une question clinique. Moi, je trouve que c'est très utile. Ça donne des points, formes points là, comme de toute l'évidence. Puis c'est une bonne revue avec toutes les références en bas. Puis je trouve très utile. Presque à tous mes cadres de travail, je vais me servir de ça. Ça, c'est une autre forme. C'est pas comme un decision tree comme tu décris, là, mais comme plus un revue de l'évidence. Il y en a-tu qui utilisent ou c'est comme gratuit, puis tu peux juste aller chercher Open Evidence. Ça prend ton numéro de Medical College ID pour avoir accès. J'ai vu qu'Etum a fait un thumbs up, là. Je pense que Etum, moi, je ne connaissais pas ça. Puis une des grosses choses de ça, c'est que justement, il y a tellement de nouvelles choses qui sortent à chaque mois que de se tenir au courant de ce qui est disponible et ce qu'on peut utiliser est quand même impressionnant et difficile. Mais est-ce que tu peux juste écrire, mettre dans le chat, Curtis, Dr. Lavoie? OK. Est-ce que vous voyez mon écran de ChatGPT? Faites juste me faire un thumbs up ou un oui qui va me répondre qu'on voit le chose. OK, parfait. Alors, on va faire un sommaire de congé aux patients. OK? Qui peut me donner une pathologie? Un étudiant en médecine, donnez-moi une pathologie qu'on diagnostiquerait à l'urgence. N'importe qui. Quelqu'un? Non. Et le silence fut. Docteur Dubé, Christian a dit attaque d'asthme. Attaque d'asthme. OK, parfait. Christian, OK. tu peux parler, hein? Hein? Non, je dis à Christian d'ouvrir son micro. OK, excellent. Fait que disons que, s'il vous plaît, puis moi, je demeure toujours poli avec ChatGPT parce que je sais qu'à un moment donné, ça va devenir mon boss. Fait que je demeure toujours, quand ils vont regarder, ils vont faire des audits, ils vont dire, il a toujours été poli. Fait qu'ils vont me garder sur ça. S'il vous plaît, préparez un sommaire de congé de crise d'asthme modéré, avec traitement, avec prednisone et Ventolin au besoin, inclure raison de retour. Puis habituellement, moi, à l'urgence, je le fais par dictée. Retour à l'urgence et besoin de suivi avec médecin de famille.
Mais là, tu viens de l'écrire, ton sommaire de congé. Non, mais oui, mais non. Fait que ça, puis, tiens, fait qu'on va faire ça, salaire de congé, crise d'asthme modérée. Fait que, fait que là, la prédnisone, parce que je ne l'ai pas clarifié. Ça dit comment prendre la prédnisone, utilisation, limite des choses. Ça me dit les raisons de revenir très clairement, puis les raisons de suivre. Fait qu'ici, on peut faire un copier, puis la mettre directement dans ma note de congé. Mettons, je vais dire, OK, s'il vous plaît, traduire en farci. Fait que le même sommaire est maintenant en farci. On peut faire ça, c'est aussi rapide que ça. Fait que pour moi, dans le temps, je faisais du copy-paste dans Google lorsque je dis, OK, mais c'est clair qu'il y a une grosse barrière de langue, mais c'est important. S'il vous plaît, faire en anglais. Puis, c'est aussi l'autre chose, là, comme on peut changer, modifier pour le niveau de connaissance. S'il vous plaît, rendre plus simple pour connaissance médicale très pauvre. Fait que ça devient beaucoup plus simple, moins de gros mots, moins de juste des médicaments. Fait que pour moi, ça, c'est en frais de lorsqu'on regarde nos sommaires au congé, nos quick texts qui sont bons, mais que des fois, je suis comme, je voudrais plus, où il y a des pathologies qui ne sont aucunement mentionnées. Fait que moi, je le fais directement de la dictée. Hein. J'ouvre mon chat GPT, puis là, je fais dire sommaire de congé, colite néphritique, traitement naproxène, puis tamsulosin, puis il génère automatiquement. Fait on peut inclure quels médicaments, les effets secondaires, puis de le gérer comme ça. Pour moi, ça, je trouve que ça, en frais d'efficacité, en frais d'être complet pour le congé, je trouve que c'est vraiment practice changing. Oui, Yannick. Oui, je trouve ça pas mal cool aussi. Mais tu sais, ce que Diana a déjà fait dans le système, je pense que ça reproduit quand même assez bien, mais je peux voir une utilité lorsqu'on a des pathologies qui ne sont pas incluses dans les templates de Diana, qu'on pourrait additionner, qu'on pourrait servir. Puis j'aime aussi l'idée d'être capable de traduire dans une langue spécifique. Ça, je trouve ça pas mal cool. Mais mon question pour toi, par exemple, là-dessus, c'est souvent, lorsqu'on fait un cut and paste, puis on essaie de le mettre dans notre système de Meditech, des fois, pas capable de reconnaître, on dirait Meditech, là, puis on dirait que ça sort avec des symboles qui ne sont pas des lettres que dans la langue du patient. Fait que as-tu trouvé un moyen de contourner ça? Pour quelque chose comme le farci dans Meditech, oui, ça, j'ai fait un copy juste dans bloc-notes, puis je l'ai imprimé comme ça. Pour justement en farci ou quelque chose comme ça, c'est pas toujours reconnu, puis ça fonctionnera pas. Tout ce qui est les caractères grecs habituels, j'ai pas eu de problème, mais plus pas grec, là, notre alphabet, mais dans ça, je le fais dans bloc-notes quand je dis que fait que des nouveaux arrivants, qu'il n'y a aucune autre façon de communiquer, que j'ai fait mon diagnostic sur scan, mais il y a besoin de l'information, c'est ça que j'ai fini par faire. Rohit? So another good use, Yannick, is a little bit more than just like supplementing Diana's missing pathology. Sometimes you have something where you're either not sure what it is, but you're not worried, and you want to highlight that. And that was a low threshold to come back, or you're considering two things, or they have an incidental, and you want them to just know what that means. It does a great job of putting that together and explaining, in the way I think that the CMPA would want is that, I don't think it's dangerous. We've done a lot of investigations, and it just does that in a really excellent way.
And in supplement to Diana's things, it gives a little bit more of like a patient handout. You can ask it to do that, a little bit more information on it. So I would suggest playing around with it a lot because it really is game changing, and it's much better for patients. It just gives them a ton more information if you think that that's what they want. And again, you tailor it to your patient's education, their needs, and also your diagnostic uncertainty a little bit as well. And one of the things is, to me, I find it like, especially when it's open, je trouve que c'est relativement rapide, là, comme pour un chose de diverticulite, ça inclut l'antibiotique, le besoin de colonoscopie, puis je fais juste dire ça une phrase en dictée, puis une fois que je le transmets, ben ça me fait mon sommaire au complet. Fait que pour moi, c'est des fois, je passe assez de temps à amender les données, le handout à Diana, les quick texts qui sont excellents. Mais pour moi, je trouve que justement, c'est une valeur ajoutée aux quick texts qu'on a là. Et pour les pathologies qui ne sont pas là, beaucoup plus simplifié. Ça simplifie beaucoup la tâche et le montant d'information qui est transmis aux patients. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous montrer deux autres utilités pour ceux qui cherchent comment utiliser l'intelligence artificielle. Y a-t-il des questions, commentaires comme c'est là? OK. Fait que je vais vous montrer une autre utilité pour moi. Et ça fait que plusieurs de nous, il faut écrire des lettres de motivation, lettres de recommandation, de soumettre pour des prix, awards, etc. Fait que c'est une façon de se donner un template relativement facile. Fait qu'ici, pour moi, mettons, on va dire, OK, Ian Steele Researcher of the Year Award avec CAPE. Fait que pour moi, ça a besoin de 750 mots. Fait que ce que je vais faire, c'est please. Là, je pense que j'ai pour assez d'efficacité. Ce que j'ai fait, c'est j'ai préparé un texte. Please prepare an application for the Ian Steele Researcher of the Year Award with CAPE. Dr. X, puis là, j'ai écrit ce que Dr. X a fait. À peu près ça. This is written by the Chief of Department. Tiens, là, je fais ça. Puis, ça me fait une lettre complète de recommandations, incluant les points que j'ai soulevés. Puis, ce que ça va faire aussi, ça va aller tirer sur Internet, c'est quoi les critères de cet award-là pour assurer que sont inclus dans mon sommaire de recommandations pour le prix spécifique. Comme je dis, c'est toujours après ça, je fais un amendement, mais en frais de structure et d'information importante. Alors, ce petit blurb-là, comme un paragraphe, devient quelque chose qui est très bien organisé pour me permettre d'après ça amender ça. Fait que pour que ce soit pour un emploi, que ce soit pour n'importe quoi qui demande n'importe quoi qui est comme une promotion académique, je vous dirais que ça facilite de beaucoup le processus, ça standardise, ça permet de savoir une belle structure, puis après ça, modifier, ajouter, enlever. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Questions, commentaires là-dessus? Finalement, je vais en donner un autre exemple. Comme je dis, on peut utiliser un peu à toutes les questions cliniques. J'ai un étudiant en médecine qui a de la misère à générer un diagnostic différentiel au
d'urgence. Comment est-ce que je peux l'appuyer à aider avec ce problème? Puis là, fait que on demande à ChatGPT, va aller chercher, va me présenter quelque chose que je peux partager ou une façon que moi, je vais me préparer à ma rétroaction. Fait que s'il a dit, OK, on va utiliser les mnémoniques, on peut, question de clarification guidée, approche par scénario, outils de référence rapide, décomposer les actes de l'apprentissage clinique, encourager la réflexion rétrospective, enseignement SNAPS. Fait que, encore, c'est quelque chose que si il y a une question, comment est-ce que je suis capable de mieux aider cet étudiant-là, si j'ai une question où il manque d'insight, ben, tu peux aller chercher puis tu dis, OK, ben, comment je donne cette rétroaction-là? Je ne suis pas sûr exactement quand je vais adresser ça. Et Steve et Yannick ne sont pas à côté de toi, où est-ce que tu peux être comme, hey, comment que je fais ça? Ben, c'est une façon pour essayer d'améliorer ou augmenter d'un cran ce qu'on crée ou ce qu'on peut leur offrir comme appui pendant un quart clinique occupé et un temps de rétroaction des fois limité. Est-ce que questions, commentaires, insultes? Non, silence. Est-ce que ça a été utile? Vous êtes tous vendus que maintenant l'intelligence artificielle va nous sauver? Non. Vous voyez qu'avec l'intelligence artificielle, ça va sauver notre département des urgences en feu. N'oubliez pas de faire l'évaluation de la présentation dans le chat. Puis je vous souhaite un bon mardi. Bonne journée. Merci, Francis.